Eh bien voilà, nous sommes rendus à la prochaine partie de la section 4 du chapitre 4, 4,2, l'énergie thermique. Alors c'est une très courte section dans laquelle on fait principalement la distinction entre les termes chaleur et température. Alors on se souviendra que la température est une mesure de quantité d'agitation ou de vibration dans les particules d'un objet, d'une substance. Rappelons-nous donc que dans un objet très froid, comme par exemple de l'eau refroidie afin qu'elle se glace, elle est rendue solide, les particules sont tout de même légèrement agitées, mais beaucoup moins agitées que si l'eau était liquide ou gazeuse. Alors, qu'est-ce qui a changé entre ces trois états? Oui, la température de l'eau. Et la température de l'eau est justement un indice de cette quantité d'agitation des particules. L'espace change entre les particules de matière parce qu'elles sont plus agitées et les collisions les éloignent davantage les unes des autres. On faisait aussi une distinction avec le terme chaleur et on voyait cette fois-ci la description du terme chaleur comme étant un transfert d'énergie entre deux objets qui sont en contact. Une main froide, une main chaude mise en contact. La main chaude transfère sa chaleur à la main froide. Si la main qui est froide a l'impression de toucher à quelque chose de chaud, c'est justement parce qu'elle reçoit cette énergie-là. C'est un transfert de chaleur. La main qui est chaude, lorsqu'elle touche à quelque chose de plus froid, comme par exemple la surface du bureau, la surface du bureau me semble froide parce que moi, je transfère ma chaleur, je transfère mon énergie thermique à la table. Il y a donc moins d'énergie thermique dans ma main et les cellules nerveuses qui remarquent cette différence d'énergie thermique me disent « Oh là là, la chaleur est moins élevée, donc j'ai cette sensation de froid. » La chaleur étant le transfert d'énergie, on comprendra donc que la froideur n'est pas vraiment un terme vraiment défini, tout comme le chaud et le froid. Ce sont des termes qu'on utilise plus dans le langage familier, mais scientifiquement, on va parler de chaleur comme étant cette quantité d'énergie qui est transférée. Et ça, bien sûr, l'énergie, c'est mesuré en joules. Passons donc aux quelques activités. Maintenant que ce chapitre est déjà terminé, tu vois, c'est conclu rapidement. Chapitre 2, c'est pas très long. Alors, dans le chapitre 4.2, évidemment, les questionnements vont être là pour vérifier si on fait la distinction entre chaleur-température et on comprend que ça a un lien avec l'agitation des particules. Numéro 1, entourer l'énoncé ou les énoncés qui sont faux. Rectifiez-les dans l'espace réservé à cet objet. Rectifier, ça veut dire rendre correct, les rendre droits, les rendre justes. Énoncé A, est-ce que c'est vrai ou faux? Quand deux objets sont mis en contact, l'objet qui a la température la plus élevée transfère toujours l'énergie à l'objet qui a la température la plus basse. C'est vrai. Il y a le mot « toujours », ça peut nous donner l'impression que c'est un piège, mais c'est vrai. C'est l'objet qui a la température élevée qui transfère son énergie à la plus basse. Ça, c'est vrai. Nous cherchons ceux qui sont faux. Quand un objet reçoit de l'énergie thermique de la part d'un autre corps, les atomes et les molécules qui le composent deviennent plus agités. Alors, quand l'objet reçoit de l'énergie thermique, les molécules et les atomes deviennent plus agités. Oui, effectivement. Je veux dire, si on a plus d'énergie thermique, les particules s'agitent davantage. Oui, c'est vrai. Quand deux objets sont mis en contact, comme le premier, quand deux objets sont mis en contact, la chaleur passe toujours de celui qui a la température la plus élevée à celui qui a la température la plus basse. Là, on peut s'imaginer peut-être j'ai une grande baignoire remplie d'eau tiède et une petite tasse qui contient de l'eau très chaude. Si je verse mon eau très chaude dans la grande baignoire qui est tiède, ben oui, c'est la chaleur qui va passer de mon eau chaude à la tiédeur de la baignoire. Ce ne sera pas l'inverse. Donc oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Une D. Quand la température d'un objet s'élève, les particules qui composent cet objet deviennent de plus en plus agitées. Ben oui. Température, agitation. Donc, si la température s'élève, c'est que l'agitation est plus forte. Ça, c'est vrai. Ben, écoute, ils sont tous vrais. L'énergie thermique se mesure en degrés Celsius. Ah, non! C'est la température qui se mesure en degrés Celsius. On devrait préciser. C'est la température qui est mesurée en degrés Celsius. Petit e, petit g.
Parce que l'énergie thermique, elle, est mesurée en joules. Numéro 2. On sort une petite cuillère métallique d'un tiroir. Ah ben, coudonc, elle était dans le tiroir, la coquine. Et on la plonge dans une tasse de café chaud. Une chance qu'une cuillère n'a pas d'émotion. Lorsque les substances, cuillère et le café, sont mises en contact, laquelle, entre la cuillère et le café, laquelle transfère de la chaleur à l'autre? Mais non, ça le dit, le café est chaud, puis la cuillère était dans un tiroir. Donc la cuillère est tiède, est moins chaude que le café. Donc le café va donner de la chaleur, va transférer cette énergie thermique à la cuillère. Donc laquelle transfère de la chaleur à l'autre? C'est le café. C'est le café. Et laquelle absorbe la chaleur? C'est la cuillère. Cela est à la cuillère. Cuillère. Arthur, cuillère. Camelote. Voilà. Bien. On dépose la tasse de café sur un comptoir. Comptoir. Eh bien, parce qu'on comptait sur le comptoir, bien sûr. On faisait des échanges en commerce. On dépose la tasse de café sur un comptoir avec la cuillère dans la tasse. Après quelques instants, on constate que le café est devenu tiède. Où est passée l'énergie thermique perdue par le café? Bon, ben, il y avait de l'énergie thermique. J'ai déposé la tasse sur le comptoir, donc il y avait un contact entre la tasse et le comptoir. Il y a donc eu un transfert, cette chaleur, cette énergie thermique, ça a été transféré de la tasse de café à la surface du comptoir, mais aussi à l'air qui est environnant autour. Donc, on pourrait mentionner que cette énergie-là a été transférée au comptoir ainsi qu'à l'air qui est autour. Donc, elle fut, c'est beau ça, elle fut transférée, pas transformée, ça restait de l'énergie thermique. Elle fut transférée au comptoir lui-même, qui est devenu chaud, lui-même, ainsi qu'à l'air environnant, là, aux alentours, l'air environnant, ben c'est ça. Quand même pas l'air à l'autre bout de la planète, là, mais ultimement, oui. L'air environnant, un N ou deux N, environnant, et là là, bonne question, ça. L'air environnant, je vais écrire avec un, je vais aller vérifier, un instant. Eh bien, voilà. Après vérification, ça prend 2 N. Environnant. Mais, oui. Satisfait. C. Entourer l'énoncé qui est vrai parmi les énoncés suivants. L'énoncé, il n'y en a qu'un sur les deux. Si on attend suffisamment longtemps, les quantités d'énergie thermique contenues dans le café, la cuillère et l'air ambiant seront égales. Ils vont être à la même température, mais l'énergie ne sera pas égale parce que, mettons que j'ai un café à 30 degrés Celsius, une petite cuillère, cette affaire-là, une cuillère à 30 degrés Celsius et plein de particules d'air à 30 degrés Celsius, il n'y a pas la même quantité d'énergie dans toutes ces choses-là. C'est pas pareil. Ils ont la même température, mais ils n'ont pas la même quantité d'énergie parce qu'il n'y a pas la même quantité de matière qui se partage cette agitation. Donc ça, c'est faux. Et 2, si on attend suffisamment longtemps, les températures de café, de la cuillère et de l'air seront égales. Ça, oui. Ça, c'est vrai. D. On ajoute de la crème froide dans le café ou du lait, whatever. Dites si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Donc, on ajoute de la crème froide dans le café, qui était chaud, j'imagine. La crème froide ne possède pas d'énergie thermique. C'est tentant de dire qu'elle n'en a pas parce qu'elle va recevoir la chaleur du café, mais c'est faux. Elle en possède de l'énergie thermique. Elle en a simplement moins que le café. Elle en a... C'est bien pas beau, ça. J'ai oublié comment écrire. Elle en a simplement
moins que le café. Parce que la cuillère est à une plus basse température, donc moins d'agitation, elle a moins d'énergie. Quand la crème est versée dans le café chaud, ces molécules s'agitent davantage. Quand la crème est versée dans le café chaud, les molécules de la crème, s'agitent davantage. Ben oui, la crème va se réchauffer dans le café, donc c'est vrai. Essayez avec un œuf. Ben, pas un œuf dans le café, là, mais tu sais, un liquide chaud, tu verses un œuf cru dedans, ben, l'œuf va cuire. Là. Ça veut dire que l'œuf absorbe la chaleur des particules qui étaient autour. Donc, c'est vrai. Attends, justifiez chacune de vos réponses. Donc, vrai, pourquoi je dirais vrai? Ben, justement, parce que ces particules de la crème vont s'agiter davantage. Hein? L'agitation des particules de crème. Je ne dirais pas molécules, parce qu'il y a plusieurs types de molécules différentes là, dans la crème. Donc, les particules. L'agitation des particules de crème. On dirait que j'essaie d'écrire deux mots dans deux langues différentes en même temps. L'agitation des particules de crème va augmenter. Oh, le futur proche va augmenter car elle va absorber l'énergie thermique du café. Ouh! Et voilà pour la section 4.2. Est-ce qu'on s'arrête là? Ben non! La section 4.3, elle est très, 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 très courte et très importante. On y mentionne le rendement énergétique. Le rendement énergétique peut être vu un petit peu comme l'efficacité à transférer ou transformer une énergie à une autre. Par exemple, le courant électrique qu'on utilise pour faire fonctionner ma caméra, aussi, si ça me prend, mettons, 100 joules d'électricité pour faire fonctionner la caméra, il n'y a pas vraiment 100 joules qui sont utilisés pour capter l'image et la transmettre ensuite au logiciel de capture. Il y a toujours attention guillemets, une perte d'énergie dans un transfert ou dans une transformation. Rappelons-nous que l'énergie n'est pas perdue, elle est simplement allée ailleurs de l'endroit où on voudrait qu'elle se rende. On peut donc évaluer le rendement énergétique d'une transformation en calculant une division, un taux, un rapport entre la quantité d'énergie utile qu'on a obtenue, par exemple la lumière obtenue par une lampe, divisé par la quantité d'énergie consommée pour produire cette lumière-là. Alors, la lampe va consommer une certaine quantité d'électricité, mais ça ne sera pas transformé 100% en énergie lumineuse, en énergie rayonnante. Il y a une partie qui va se perdre sous forme de chaleur par la lampe et par les fils, dans les fils conducteurs aussi. Et généralement, il y a une assez grande perte d'énergie lors des transferts ou des transformations énergétiques. Donc, si on veut calculer ça, le calcul est relativement simple. Énergie utile divisée par énergie consommée, on multiplie par 100%, ça donne le rendement. On peut vous demander de calculer un rendement. On peut vous demander de comparer le rendement de différents objets. Donc, on fait plusieurs calculs pour voir lequel est le plus haut pourcentage. Plus le rendement est élevé, plus l'appareil est efficace. Ce qu'on appelle éco-énergétique aussi. Ou on peut aussi vous dire, regarde, le rendement d'un appareil est de 30%, l'énergie consommée est de 100 joules, quelle est la quantité d'énergie utile? Donc, on va simplement isoler une information inconnue dans cette relation mathématique-là, dans ce petit rapport-là. Allons voir les quelques activités qu'il y a à ce sujet. Il y en a 4 sur la première page, puis 2 au verso. Commençons. Numéro 1. Une lampe incandescente. Une lampe à incandescence. Donc, c'est quoi ça? C'est une ampoule bien ordinaire. Des ampoules traditionnelles avec un filament relié au culot, un filament qui va chauffer, produire de la lumière, mais aussi de la chaleur. Et ce filament conduit ensuite le courant dans le reste des fils. Bon.
c'est les ampoules incandescentes. Comme tu viens de le comprendre, elle va produire de la chaleur, mais aussi de la lumière. Qu'est-ce qu'on veut de cette lampe? On veut de la lumière, on ne veut pas sa chaleur. C'est comme ça qu'on peut comparer l'efficacité des lampes en disant, bien, voici une lampe qui est efficace à 40 %. C'est un rendement de 40 %, ça veut dire que 40 % de l'énergie consommée est devenue de la lumière. Si elle est efficace à 10 %, c'est qu'il y a seulement 10 % de l'énergie consommée qui s'est transformée en lumière. Le restant a été perdu ou dissipé. Alors, qu'est-ce qu'on mentionne ici? Cette lampe incandescence dissipe sous forme de chaleur près de 95 % de l'énergie électrique qu'elle a consommée. Elle en a gaspillé 95 comme ça, qui est devenu de la chaleur au lieu de la lumière. Une lampe à DEL, des diodes électroluminescentes, elle, en dissipe que 60 ou 70. Donc, il y a dissipé, ce n'est pas utile. Dissiper sous forme de chaleur, c'est l'énergie qu'on a gaspillée, qu'on a perdue, qu'on n'a pas pu utiliser pour faire de la lumière avec. Quel type de lampe offre le meilleur rendement énergétique? Mais si on a 95 % d'énergie dissipée, si on fait 100 % moins 95, ça veut dire qu'on a 5 % d'énergie utile. Et si on a, mettons, 60 à 70, coupons la poire en deux, là, disons 65. Si on a 65 % de dissipation, donc 65 % de perte, ça veut dire qu'on a 35 % d'énergie utile. Quel type offre le meilleur rendement énergétique? Le rendement le plus élevé est la lampe à DEL, parce qu'elle a perdu moins d'énergie sous forme de chaleur. Quelle équation s'applique correctement au cas de ces deux lampes? Okay. Ça, c'est un problème classique qu'on voit dans les types d'examens où est-ce que vous devez voir si, vérifier si la phrase mathématique fait du sens avec la théorie. La théorie, c'est que l'énergie ne peut pas disparaître, l'énergie ne peut pas apparaître, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer. Donc, la quantité d'énergie totale doit être égale. Cependant, il faut additionner les bons types d'énergie ensemble. Quand on dit qu'elle doit être égale, ça veut dire que l'énergie consommée, EC, doit être égale à l'énergie utile plus l'énergie qu'on a dissipée, l'énergie qui était une perte, là, qui est devenue autre chose. La somme de ces deux énergies-là, utile et dissipée, devrait donner la quantité d'énergie consommée. Alors, on a des choix de réponse ici. Voir qu'est-ce qui est vrai là-dedans. On a A qui dit l'énergie électrique consommée est égale à l'énergie lumineuse, donc ce qu'on cherche, l'énergie utile, plus l'énergie dissipée. Ben oui, énergie utile plus dissipée, c'est en plein celle-là. Donc les autres sont probablement fausses. L'énergie consommée plus l'énergie produite, lumineuse, est égale à la dissipée. Mais non. Et l'énergie consommée plus la dissipée est égale à l'énergie lumineuse. Mais non, c'est faux. Bon, on garde ça en tête. L'énergie consommée, le total d'énergie est égal à l'énergie utile plus celle qu'on a perdue, l'énergie dissipée. OK, faisons un petit calcul, justement. La combustion de l'essence dans le moteur d'une voiture. La combustion de l'essence utilise 4 500 000 joules d'énergie chimique. Là, ça, c'est l'essence qui brûle. Et permet à la voiture d'acquérir, d'obtenir 500 joules d'énergie mécanique. Quel est le rendement énergétique du système de propulsion? On a besoin de connaître le rendement énergétique en pourcentage. Pour faire ce calcul, la relation mathématique, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée multipliée par 100 %. J'ai besoin de connaître EU et EC. Est-ce qu'on les connaît d'après l'énoncé? Est-ce que dans la phrase, on nous mentionne la quantité d'énergie qui est devenue du mouvement pour la voiture? Oui, on nous dit qu'on a obtenu 500 000 joules d'énergie mécanique. Donc, cette fois-ci, le EU, l'énergie utile, vaut 500 000 joules. Pour l'énergie consommée, ça, c'est la quantité d'essence qui s'est transformée en énergie. Donc, on recherche l'énergie chimique de l'essence. On parle bien du 4 500 000 joules d'énergie chimique. 4 500 000 joules. Qu'on peut maintenant placer dans le rapport. Notre rendement en pourcentage sera égal à 500 000 joules divisé par 4 500 000 joules.
Pourquoi il dit joule? Je sais pas. Je fais ça depuis des années. Fois 100%. Ça va nous permettre d'avoir le taux en pourcentage. Si on fait ce calcul, le rapport entre les deux va donner quelque chose comme 0,1 périodique fois 100%. C'est ça qui va nous amener à un rendement de, passe la virgule de 2, 11,11%. Notre rendement. Voilà. Ah oui, effectivement, un moteur à essence, ça n'a pas un rendement très élevé. Il y a beaucoup de cette énergie-là qui est perdue pour faire bouger les pièces mécaniques qui sont dans le véhicule, d'autres qui sont perdues par le frottement entre les pièces. Oui, et c'est la vie, on fait avec. C'est pour ça qu'il y a toujours place à l'amélioration dans les véhicules. Numéro 3. Un ingénieur doit améliorer le rendement des systèmes de remontée mécanique alimentés à l'électricité et destinés aux stations de ski. Bon, si tu n'as jamais vu une station de ski et un remonte-pente, il faut comprendre qu'en haut des tours, il y a des espèces de supports avec des roulettes. Et ces tours-là, sur ces roulettes-là, sont suspendus là, des câbles. Et les câbles sont attachés. Aux câbles sont attachés des nacelles sur lesquelles les gens prennent place, s'assoient, puis là, on fait circuler le câble. Et à mesure que le câble monte, avance, la nacelle suit, puis la personne monte. C'est une remontée mécanique standard. Parmi les idées suivantes, laquelle représente une solution intéressante pour l'ingénieur? L'ingénieur veut améliorer le rendement. Le rendement, il faut comprendre que c'est de l'électricité, l'énergie électrique, qui va se transformer en énergie mécanique, parce qu'on veut faire bouger une charge, comme si on veut la déplacer vers le haut de la montagne. Pour améliorer le rendement, est-ce qu'on devrait fournir davantage d'électricité aux remontées mécaniques? Ça ne va pas les rendre plus efficaces. Ça va peut-être augmenter sa puissance, mais ça ne va pas faire en sorte qu'il y a plus d'énergie électrique qui va devenir mécanique en pourcentage. Est-ce qu'on fait monter moins de skieurs à la fois? Encore là, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter l'efficacité. Ça va être même plus long faire monter les clients, les skieurs. Est-ce qu'on devrait diminuer le frottement indésirable sur les câbles des systèmes? Les câbles vont frotter sur les roulettes, qui sont plus ou moins lubrifiées. Je veux dire, c'est qui le gars qui grimpe en haut en hiver pour aller mettre de l'huile là-dessus? Il n'est pas bien gros. Donc, il doit y avoir un certain frottement qui fait en sorte que c'est plus difficile de faire glisser, de faire monter les câbles sur plusieurs centaines de mètres. Alors, si on diminue ce frottement, ça veut dire que notre énergie électrique va vraiment pouvoir servir à faire bouger les remontantes au lieu de se battre contre le frottement. Le frottement, c'est une force qui va s'opposer au déplacement des sièges. Donc oui, ça, ce serait une bonne idée pour lui de diminuer le frottement entre le câble et les autres structures. Comment il va faire pour changer le type de câble, s'assurer que le câble ne va pas rouiller, s'assurer que les roues vont toujours être bien lubrifiées, qu'il n'y aura pas de neige ou de glace qui va s'accumuler dessus. Il y a plusieurs choses à observer là-dessus. Et 4. Expliquer pourquoi le rendement énergétique d'un système ne peut pas être supérieur à 100%. Si le rendement est supérieur à 100%, ça voudrait dire que l'énergie utile est plus grande que l'énergie qu'on a consommée. Ça veut dire que j'ai plus d'énergie rayonnante avec ma lampe, j'ai plus d'énergie rayonnante que l'énergie électrique que j'ai utilisée pour la produire. Ça marche, ça se peut pas. Tu ne peux pas avoir plus d'énergie à la fin d'un système que ce que tu avais au début. Les quantités d'énergie totale doivent rester égales. Alors voilà pourquoi on ne peut pas avoir un rendement supérieur à 100%. On l'a vu dans le chapitre précédent que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Même l'énergie, elle ne peut pas être créée, elle ne peut seulement être transformée. On pourrait écrire que si ça se pouvait, cela supposerait, en script, cela supposerait que l'énergie utile, la quantité, j'aurais dû écrire, la quantité d'énergie utile est plus grande que la quantité d'énergie consommée. Que la quantité d'énergie utile est plus grande
que la quantité d'énergie consommée. Qu'est-ce que je mange pour souper? Oh boy, on n'a rien sorti. OK, concentrons-nous. Donc, ça supposerait que la quantité d'énergie utile est plus grande que la quantité d'énergie consommée. Et par contre, pourtant, la quantité, je vais écrire QTE, la quantité d'énergie consommée, donc EC, doit être égale à la somme. Tu sais comment écrire somme? À la somme, comme ça. À la somme des énergies utiles et énergie dissipée. Ben là, je suis obligé de prendre des abréviations. Encore une fois, il n'y a pas assez d'espace pour faire des grandes phrases complètes avec des bonnes explications. Si tu veux. Message aux éditeurs. Numéro 5. Le rendement d'une mobilette, une mopette, un scooter, est de 15 %. Combien de joules d'énergie cette mobilette a-t-elle consommé? On cherche l'énergie consommée. EC égale point d'interrogation. Je prends les notes tout de suite. Si 9 600 000 joules d'énergie ont été utiles, donc ça, ici, mon 9 600 000 joules, c'est l'énergie utile pour la faire avancer. Donc, je connais mon rendement en pourcentage. Je cherche mon énergie consommée et je connais mon énergie utile. Alors, on fait un petit calcul. Le rendement est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie consommée multiplié par 100 pour 100. Dans notre cas, dans notre situation, le rendement est de 15 %, donc je peux remplacer R par 15 %. L'énergie utile est de 9 600 000 joules. Et on cherche l'énergie consommée. Je peux remplacer le EU, ici, par 9 600 000 joules, divisé par mon inconnu. Appelons-le X, cette fois-ci, l'énergie consommée, X, multiplié par 100. Mathématiques, isoler la variable. On va diviser par 100% des deux côtés. Les pourcentages s'annulent, le 100% s'annule. 15 sur 100, ça fait 0,15, égale 9 600 000 joules sur X. On va multiplier par X des deux côtés. Multiplié par X. Les X s'annulent, il n'en reste plus. On obtient X fois 0,15 égale 9 600 000 joules. On veut le X, on va donc diviser par 0,15 des deux bords. 0,15, 0,15, ici ça s'annule. Et là, aidez-moi quelqu'un, X divisé 9 600 000 joules divisé par 0,15. Calculatrice. 64 millions de joules. Alors, l'énergie obtenue, l'énergie consommée, EC, serait 64 millions de joules. EC serait donc égal à, si on met ça en quantité normale, là, on a beaucoup de joules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des kilojoules, des mégajoules. 64 mégajoules. La bonne réponse ici, dans les choix qu'on avait, est donc le C. Le C. Numéro 6. Dernière question. Encore des petits calculs. Ah, cloche! Oui, je t'ai entendu. Voici donc les données sur l'utilisation de 3 chauffe-eau électriques de modèles différents. Chauffe-eau 1, 2 et 3. Wow! Ça, c'est des numéros de modèles que j'aime. Énergie électrique consommée en une journée. Alors ça, c'est une ligne qui nous présente des EC.
et énergie thermique absorbée par l'eau en une journée. Comment ça marche un chauffe-eau? Il y a de l'électricité qui rentre dans le système, l'énergie électrique qui rentre, énergie électrique, et elle devient de l'énergie thermique, elle devient de la chaleur, l'énergie thermique, elle devient de la chaleur dans l'eau. Donc le but, c'est d'utiliser l'énergie électrique pour qu'il y ait plus de chaleur dans l'eau. L'énergie thermique absorbée, donc la chaleur, dans l'eau du chauffe-eau en une journée. C'est exactement ça. Donc ça, c'est notre énergie utile. C'est ce qu'on a réussi à faire. Toute cette chaleur-là est allée dans l'eau. On a l'énergie utile, l'énergie consommée. On nous demande, voyons, ça bouge tout le temps. Quel chauffe-eau a le meilleur rendement? Ben, on va calculer le rendement des trois chauffe-eaux. Mimi. Alors, dans le premier cas, on va écrire rendement en pourcentage du chauffe-eau numéro 1. Dans son cas, son EU, énergie utile, c'est 33 500 000 joules, donc un zéro, divisé par 35 millions. Hey, c'est bien long à écrire. On a fait 4 années de secondaire, là, à prendre des indices, tout ça, pour rien. 33,5, même pas ça, c'est 33,5 mégajoules divisé par 35 mégajoules. Ça va être pour notre chauffe-eau 1. Pour le rendement du chauffe-eau numéro 2, on a 24 millions, donc 24 fois 100%. 24 mégajoules, 24,5 mégajoules divisé par 27 mégajoules fois 100%. Et le troisième chauffe-eau, R pourcentage du troisième, c'est 36 mégajoules. 36 mégajoules divisé par 39 mégajoules. Boum! Fois 100%. Oui, c'est le pourcentage. Voilà. OK. Calcul en main, calculatrix. Je l'avais rangé tantôt un petit peu trop tôt. Piou! 33,5 divisé par 35 multiplié par 100. 33,5 divisé par 35 multiplié par 100. C'est un excellent rendement de 95,7%. Alors, notre rendement du chauffe-eau numéro 1 est de 95,7%. C'est très, très bon. Très, très bon. Un petit peu suspect. Pour le deuxième chauffe-eau, 24,5. 24,5 divisé par 27. Tu vois, je n'ai pas besoin de taper tous ces zéros parce que j'ai appris à utiliser des préfixes dans le système métrique décimal. Multiplié par 100, 90. Alors, le deuxième, rendement en pourcentage du deuxième, 90,7%. Et pour le troisième, 36 sur 39, multiplié par 100. 92,3. Le rendement du troisième est 92,3%. Ce qui nous confirme que le chauffe-eau qui a le meilleur rendement énergétique, à 95,7%, c'est le chauffe-eau numéro 1. Quel chauffe-eau a le moins bon rendement? Alors, le plus faible rendement est de 90,7, c'est le chauffe-eau numéro 2. Et quel chauffe-eau transfère davantage d'énergie à l'air qui l'entoure? Il faut comprendre que notre chauffe-eau, c'est le chauffe-eau, là, habituellement, c'est un gros cylindre, là, consomme de l'électricité, doit obtenir de l'énergie thermique dans l'eau, mais il y a un peu de chaleur qui se perd autour de cette affaire-là. Là, hein? Si tu touches à ton chauffe-eau, surtout au-dessus, là, tu vas sentir qu'il y a des pertes de chaleur. Il y a aussi des tubes, des tuyaux qui sont connectés. Il y a de l'eau froide qui rentre, de l'eau chaude qui sort. Ces tubes-là aussi perdent un peu de chaleur vers l'extérieur. Alors, on demande lequel a eu le plus d'énergie dissipée, lequel perd de l'énergie et la transfère à l'air. Bien, c'est celui qui a la plus grande quantité de perte d'énergie, donc celui qui a le plus faible rendement. C'est le chauffe-eau numéro 2. 2. Ah, attends un peu.
Quel chauffe-eau transfère davantage d'énergie à l'air? Ouais. OK. On parle de quantité d'énergie ici. Donc, on est obligé de regarder quelle est la quantité d'énergie dissipée de chacun des trois chauffe-eau. Dans le premier chauffe-eau, on avait 35 mégajoules de consommé, moins les 33,5 mégajoules qui étaient utiles. Ça veut dire qu'il y a 1,5 mégajoules qui est égal à l'énergie dissipée. Pour le deuxième, ED2, l'énergie dissipée du deuxième, on va faire le total de l'énergie, 27 mégajoules, moins 24,5 mégajoules, ce qui donne 2,5 mégajoules d'énergie dissipée. Donc lui, déjà, il y en a plus que le premier. On s'y attendait, là. Le troisième qui est quand même pas pire efficace, mais il a consommé tellement d'électricité qu'il doit avoir perdu beaucoup en chaleur. On va le vérifier. Énergie dissipée du troisième. On a un total de 39 mégajoules moins 36 mégajoules. Ça donne 3. 3 mégajoules. C'est lui qui a la quantité d'énergie dissipée la plus grande. Donc, c'est le troisième. Pour ceux qui se demandent, ça vient d'où ça, la soustraction? C'est une formule! Pas une formule, là, les amis. Rappelez-vous que l'énergie qui est consommée doit être égale, c'est la loi, doit être égale à l'énergie utile, celle qu'on voulait, plus le total d'énergie qui a été dissipée, qui a été perdue ailleurs. Parce qu'on doit avoir la même quantité d'énergie au début ou à la fin. Alors moi, si je cherche à connaître la quantité d'énergie dissipée, c'est simplement une question d'isoler la variable, puis de faire énergie consommée moins l'énergie utile. C'est ça qui me donne ma dissipée. Voilà, c'est de l'arithmétique, les amis. Voilà qui complète cette longue section du chapitre 4. Oui, il n'a pas été si pire, le chapitre 4. Après ça, on va faire une capsule différente pour la consolidation, qui va durer, je crois, juste quelques pages aussi. Ça se fait plutôt bien. Il n'y a pas énormément de calculs d'exercices, de calculs de rendement énergétique. Tu vois, aujourd'hui, on en a fait seulement quelques-uns. Alors, je vais vous fournir d'autres occasions, dans d'autres documents. Vérifier la documentation que je vous envoie en classe. Passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas les récupérations pour pratiquer davantage.